Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de l'Agile Tour 2020. On veut vous présenter aujourd'hui, dans le fond, c'est ce que vous avez, ce dont vous allez assister, c'est une présentation qui se veut un guide pour toutes les organisations là, qui veulent aller de l'avant avec les tests en continu. Ça demeure quand même une grande difficulté de la plupart des organisations qui veulent soit être agiles ou DevOps pour pouvoir réussir à livrer en continu. Cette transformation-là, DevOps et Agile, a touché beaucoup les processus de test dans le passé et on va voir que c'est nourri par toute l'équipe à tous les niveaux. Cependant, cette intégration de la qualité, c'est pas tout ce qu'on doit faire. On doit aller un peu plus loin. Puis il y a plusieurs défis qui sont liés à ça. On va voir aujourd'hui les différents objectifs qu'on va vouloir vous présenter. Donc, ce qu'on va essayer de réaliser avec cette présentation-là, c'est d'expliquer les grandes difficultés qui sont rencontrées par la mise en place des tests en continu. On va vous présenter les différentes pratiques d'avant-garde actuelles. On va vous exposer les solutions aux défis qui ont été rencontrés et par rapport à nos expériences, puis ce qu'on a lu, on va se baser beaucoup sur des pratiques qui ont été documentées sur des derniers rapports. On a vu beaucoup de documentation sur ce qui se fait ici et à l'international au niveau des pratiques de tests en continu. Pour structurer cette présentation-là, on va la diviser en 4 phases. Ça dure quand même assez longtemps. Préparez-vous. La première, c'est justement, êtes-vous mentalement prêt à tester en continu? La deuxième phase, on va vous demander jusqu'où êtes-vous en mesure d'aller dans votre organisation? Comment préparer le terrain pour tester en continu? On va discuter de la mise en place d'une approche de test en continu solide. Qui sommes-nous, les présentateurs? Martin-Pierre Roy qui va présenter avec moi. Moi, je commence la première partie, Jean-François Riverain. On a depuis, même avant que l'agilité existe, on était là en développement dans les années 90, vers la fin des années 90 aussi. On a vu l'avènement de l'agilité, on a vu l'avènement du DevOps aussi, qu'on appelle aujourd'hui DevOps, qui est utilisé à toutes les sauces, mais ce qui veut être le vrai mise en place en continu, déploiement continu. Toutes ces choses-là ont traversé le temps. Mais ce qui est resté, ce qu'on faisait au début, on en faisait de l'automatisation, on en faisait des pipelines, on en faisait des tests en qualité. Mais ce qui ressort beaucoup de tout ça maintenant, de ce qu'on a appris de l'expérience, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui au niveau des tests en continu. Ça fait plusieurs années que Martin-Pierre et moi, on s'est adressé à ce sujet-là. Martin-Pierre étant le côté dans ses expériences plus techniques, on a travaillé au niveau de l'architecture, du développement logiciel. Et moi, je me suis concentré sur le côté assurance qualité. Puis on a fondé il y a 5 ans, presque 5 ans maintenant, on a fondé notre compagnie Zentelia, où on vous présente justement des conseils au niveau de l'assurance qualité, vraiment dédié à tout ce qui est automatisation, test, DevOps. C'est ce qu'on va vous présenter dans cette présentation aujourd'hui. La première phase, on vous pose une question difficile, puis à la fin de cette phase-là, on va voir comment vous êtes capable d'y répondre. Êtes-vous mentalement prêt à tester en continu? Ce que ça veut dire, êtes-vous mentalement prêt? C'est mettez-vous dans l'option qu'on doit faire des changements aux façons de travailler actuelles pour être capable de développer vos pratiques, développer vos techniques. Parce que toute transformation, là, ça demande un grand changement, autant au niveau technologique que culturel. Ça vous oblige à un changement d'attitude sur les individus de votre équipe. Ça demande de penser autrement. On l'a vu tout au long de cette journée-là. Il n'y a pas juste le côté technique d'améliorer les infrastructures, automatiser, développer, oui, mais vos équipes sont-elles prêtes? Est-ce que le changement est là? Est-ce que vous avez le support nécessaire? Est-ce que vos tests sont capables d'être mis, sont déjà construits en fonction d'être automatisables? Est-ce qu'ils sont construits en fonction d'être robustes? Il y a eu beaucoup de présentations qui parlaient de tout ça. Puis c'est un peu toutes ces techniques-là qu'on utilise dans le test en continu. Premièrement, une chose qu'il faut faire, il faut être bien clair au départ, il faut être capable de s'attaquer aux mythes. Au mythe que dans des organisations, on pense que parce qu'on a automatisé, on peut nécessairement faire du test en continu. En fait, il faut être capable d'investir dans nos pratiques et dans nos outils. Il faut être capable de gérer le changement, comment on va organiser notre travail, comment on va pouvoir donner de la formation pour que nos gens montent en compétence. Donc, c'est pas le remède miracle que j'ai réussi à automatiser, donc je vais pouvoir faire du test en continu et on va voir pourquoi. Il y a 7 grands facteurs de succès. C'est là que commence votre travail cognitif. Il faut que vous demandez, est-ce que vous avez chacun de ces facteurs de succès-là, puis à quel point vous les avez? Est-ce que vous êtes capable de les mettre en place? Puis ça, on se base sur l'étude de Gartner qui a été faite en 2018 auprès des plus grandes entreprises dans le monde. Puis 100 de ces organisations-là ont donné comme premier facteur déterminant
vous ne pourrez pas réaliser cette transformation-là. Vous ne pouvez pas tester en continu dans votre organisation si vous n'avez pas le support. Le support de l'organisation est déterminant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le support de l'organisation, c'est vous fournir les ressources pour mener cette transformation-là. Il faut être capable de communiquer une vision commune puis de savoir où on s'en va. C'est super important. On le voyait ce matin, d'être capable d'avoir une stratégie. On voyait différents niveaux de vol qu'on pouvait atteindre. Oui, quand votre équipe va être capable de travailler, mais pas tout seul dans son environnement. Elle va faire affaire avec d'autres équipes qui vont faire même affaire avec différents produits, puisque vous allez livrer par rapport au marché que vous allez livrer. Tout ça peut tout le temps changer. Il faut se donner une vision. Il faut que l'organisation facilite la collaboration et qu'elle enlève le plus possible les murs. Il faut qu'on soit capable, dans l'agilité, c'est ce qu'on prône, d'être capable de communiquer rapidement, d'être capable de communiquer efficacement. Il va y avoir des embûches tout le long de ce parcours-là. D'être capable de pouvoir compter sur ses superviseurs, son organisation pour éliminer ces embûches-là, c'est super important. Il faut faire le lien entre les objectifs d'une transformation et des mesures qu'on aurait mis en place. Il vient avec un temps où on se fatigue dans l'organisation. Après 2 ou 3 mois, on était très enthousiaste, où on se fatigue un peu de cette amélioration-là qu'on essaie de mettre en place. Est-ce que ça donne vraiment quelque chose? Mais pour pouvoir faire le lien, il faut être capable de le mesurer, dire à votre organisation que oui, ça fait du sens, puis il faut continuer dans le sens où on est parti. Sinon, si on ne se mesure pas, peut-être qu'on a l'effet inverse. On le voyait d'ailleurs ce matin qu'il y a une courbe qui nous permettait de dire hey, on est tendu en agilité, mais on ne livre pas plus vite, on n'est pas capable de tester en continu plus qu'avant. Ce facteur de succès-là, on parle de l'organisation, mais il ne faut pas négliger le support des pairs. Le support de vos pairs, c'est eux qui, au jour le jour, font le travail. C'est eux qui vont être capables d'évangéliser les autres sur l'importance de tester, de tester tôt, de tester en continu, de soutenir les efforts qui ont été mis en place, d'être capable de se donner des bonnes pratiques, de se les communiquer entre nous autres, de s'encourager dans ces pratiques-là. Différentes pratiques comme les lunch and learn, des démos, des pilotes, des communautés de pratiques, c'est des choses à l'interne qui peuvent être mises en place par les gens qui sont là, qu'il faut encourager à avoir ce genre d'initiative-là et non pas décourager, qui puissent prendre le temps de le faire, surtout les plus enthousiastes envers les autres. Si on passe au deuxième facteur de succès, dans 80% des organisations qui ont du succès, ils mentionnent qu'avoir une stratégie de test en continu, pour l'avoir, pour qu'elle soit réaliste, il faut qu'elle soit alignée avec les objectifs d'affaires de l'organisation. Donc, il faut se demander, c'est quoi notre stratégie d'affaires? Qu'est-ce qu'on veut réaliser en tant qu'organisation? Comment on met notre stratégie de test en place pour atteindre cet objectif-là? Donc, qu'est-ce qu'on veut atteindre en termes de livraison aux clients? Est-ce que c'est la satisfaction de nos clients? Est-ce qu'on doit être à l'écoute de nos clients? De quelle manière on est à l'écoute? Puis comment ça se transmet dans nos requis? Comment on les écrit? Est-ce qu'on a un plan pour atteindre cet objectif-là? Puis comment on le mesure, ce plan-là? Est-ce qu'on sait exactement ce qu'on doit améliorer, comment y parvenir, puis comment ça va contribuer au succès de la stratégie d'affaires de notre organisation? Donc, notre stratégie de test TI ne peut pas être découplée de ce qu'il fait au niveau d'affaires. Ce qu'on voit souvent dans les organisations, affaires et TI, n'a pas nécessairement une grande communication. Et c'est quelque chose qui doit être comblé. Affaires et TI doivent communiquer efficacement pour que TI livre exactement les solutions que les gens d'affaires ont besoin. Le troisième facteur de succès sur lequel vous allez vous demander, est-ce que je suis rendu là dans mon organisation? C'est est-ce que l'automatisation, ça fait partie de ce qu'on fait au quotidien? On se rend compte que quand ce n'est pas le cas, 83% des organisations, pour avoir du succès, disent avoir créé une certaine forme de regroupement qui peut-être une communauté de pratique ou un groupe spécifique relié au travail avec des ateliers qui sont reliés à comment on automatise nos tests. On s'aperçoit que ce n'est pas tout le monde, même si vous sortez de l'université, même si ça fait longtemps que vous codez, qui savent comment faire un test unitaire dans le monde actuel, qui savent comment. OK, il y a eu des présentations aujourd'hui qui avaient lieu, qui avaient trait à ça, qui sont très techniques. Il y a une façon de pouvoir écrire aussi nos tests pour qu'ils soient testables, qu'ils soient automatisables, qu'ils soient maintenables dans le futur. Donc, une organisation typique va se créer un groupe de travail qui va compter des experts, différents types d'experts, mais qui va toucher à peu près tous les métiers de votre équipe de développement pour être capable d'amener un groupe de travail qui fait du sens et qui va permettre de sauver beaucoup de temps au niveau de vos tests. Le quatrième facteur de succès qui n'est à pas négligé dans les organisations, puis j'espère que ceux qui sont aujourd'hui en sont conscients, qui sont ici aujourd'hui en sont conscients, c'est la façon de donner de la formation. Il faut investir dans des compétences et de la formation en test. Malheureusement, ce qu'on voit dans le marché, il existe très peu de formations qui sont spécialisées. Il n'y a pas de curriculum où quelqu'un est formé en test. Il faut aller chercher ces expériences-là, la plupart du temps sur le marché. Il existe, ce que je présente à droite, des parcours de compétences en test qu'on peut se développer
où on va dire, ah, moi, je veux automatiser des tests, je veux créer des plateformes, je veux devenir plus quelqu'un qui est bon en gestion des configurations. Mais il faut développer ce parcours-là, puis pas rester stagnant dans notre organisation. La plupart des stratégies au niveau des élites vont parler, je parle des élites au niveau du DevOps et des tests en continu. Dans les grandes communautés, ça c'est dans le dernier rapport DevOps de 2019, là, du statut du DevOps, mettre en place une communauté de pratique, c'est ce que la plupart font, avec un mouvement qui est aussi mené avec des mouvements qui sont menés par la base, donc par les gens qui mettent en place des communautés de pratique et qui se rencontrent pour par la suite faire des preuves de concept. Donc, il y a des groupes multimétiers qui vont se rencontrer pour parler de ces différents sujets-là. Vous voyez, 57 46 et 76 ces stratégies-là sont très utilisées par les gens par les organisations qui réussissent. Ce qui est à retenir là-dedans, c'est que l'expérience doit circuler dans votre organisation. Les moins bons choix, c'est tout ce qui va créer des silos. On ne voudra pas créer des silos pour faire des centres d'excellence ou mettre des choses en place qui créent des silos dans l'organisation. Donc, on forme juste les développeurs, ces tests unitaires, on forme juste les personnes en assurance qualité pour comment écrire des tests. Il faut travailler au niveau de l'organisation des communautés puis partager l'information le plus possible. Votre 5e facteur de succès va être de définir et d'appliquer des pratiques, les meilleures pratiques que vous avez définies pour votre organisation. Quand on parle de pratiques exemplaires, on ne va pas nécessairement aller chercher des pratiques qui viennent de l'externe. Oui, il faut s'inspirer dans les réunions, dans les colloques, dans les conférences, dans les formations, mais il faut être capable d'aller chercher des pratiques et les diffuser. Donc, puis il y a des thèmes qu'on peut se donner comme qu'est-ce qu'on va automatiser, comment on va le faire, c'est quoi qui est spécifique à notre organisation, qu'est-ce qui est spécifique à notre produit, comment on organise nos tests, les différents rôles et responsabilités qu'on donne dans l'organisation et pourquoi, le développement et les processus de revue, comment on les met en place, comment notre développement va s'organiser puis va s'orchestrer. Si on regarde le 6e facteur de succès qu'on a besoin de mettre en place, il faut s'entourer d'outils et de partenaires qui vont être significatifs, qui vont être capables de contribuer au succès de notre organisation et de notre vision, de notre stratégie d'affaires, de notre stratégie de développement. Il existe plein de stratégies qu'on peut prendre, mais il faut aller trouver quelqu'un qui va répondre. Si on a à mettre en place du cloud, est-ce que cet outil-là est intéressant? À quel point il peut répondre? Comment il va répondre à nos besoins d'affaires? Nos plateformes de développement sont-elles adéquates pour être capable de faire du test en continu? Trop souvent, on se bute à des plateformes de développement qui ne sont pas adéquates aujourd'hui. On n'est pas capable de faire du test en continu et les gens ne veulent pas penser à est-ce qu'on doit la changer. Parce qu'oubliez pas que si ça fait longtemps qu'on fait du logiciel, quand on fait du logiciel depuis très longtemps, on a l'impression que ce qu'on crée aujourd'hui, c'est très, très nouveau. Mais dans 20 ans, ça va être le logiciel qu'on va appeler le legacy, ou même dans 5 ans, dans le domaine informatique, ça avance tellement rapidement. Dans 5 ans, ça va devenir du legacy. Donc, ce que vous développez aujourd'hui doit tenir compte du test en continu maintenant qu'on sait que c'est vers là qu'on veut aller. Donc, il faut être capable de construire nos logiciels en fonction du développement et même se remettre en question au niveau de l'architecture, s'il faut, du développement, de mettre les langages de programmation sur la table et d'être capable d'avancer dans l'organisation. C'est des choses qui nous bloquent, il faut essayer d'enlever ces bloquants-là. Donc, c'est mettre en place aussi des outils qui nous permettent de monitorer, d'enlever les silos, de monitorer autant les besoins d'affaires jusqu'à temps qu'on aille aux opérations, qu'on utilise des outils qui se parlent, qu'on ait l'information. Il y a trop de difficultés, puis je vous donnerai un peu les statistiques au niveau des difficultés qu'on rencontre dans les organisations à passer l'information. Puis aussi, ne négligez pas le fait de prendre des experts. Si vous n'avez pas toute l'expertise, utilisez des experts qui sont en automatisation ou en qualité pour vous aider au niveau du développement, que ce soit temporaire ou de façon permanente, d'avoir des gens qui sont capables de vous donner des indications vers où vous vous enlignez et les erreurs que vous pourriez faire à ce niveau-là. Et le dernier facteur de succès, c'est qu'il faut être capable de se mesurer. J'en parlais au début. Si on n'a pas des mesures et des métriques efficaces, on ne pourra pas mesurer le succès. Les grandes mesures qui existent au niveau du DevOps, on peut les reprendre et ils s'appliquent vraiment à ce qu'on doit faire au niveau de la qualité. Il faut avoir une fréquence de déploiement qui est rapide. C'est contre-indicatif à certaines personnes qui travaillent vraiment dans les tests et la qualité. Donc, la difficulté à comprendre qu'il faut déployer rapidement pour livrer de la qualité, mais ça va très bien avec l'agilité, où on dit on doit aller se valider très rapidement. Donc, valider si notre solution est bonne le plus rapidement possible. Il faut se mesurer le temps qu'une idée, le lead time, le temps qu'on ait une idée jusqu'à temps qu'on la sorte en production, combien de temps ça prend avant d'avoir cette idée-là. Tout ça, c'est la valeur qu'on veut donner à notre client, la valeur qu'on veut mesurer de ce qu'on fait. Parce que c'est beau avoir 0 qualité, si ça ne répond pas aux besoins, on a quand même 0 qualité. Enfin, si on a 0 défaut par rapport à ça. Le temps de restauration des services, puis le taux d'erreur et d'autres choses qu'on veut mesurer,
on veut essayer de diminuer. Puis c'est là que les tests rentrent en ligne de compte. On fait des tests rapidement, des tests sur le marché, est-ce qu'on a livré la bonne chose? Puis on va vérifier est-ce qu'on fait des erreurs, puis comment on peut les corriger. On a d'autres mesures qui existent aussi, des métriques qu'on peut cibler pour le test en continu qui sont reliées plus à nos tests eux-mêmes, qui sont aussi, par exemple, la stabilité des tests automatisés ou la réduction de temps de test, le nombre de défectuosités trouvées à chacun des niveaux. C'est différentes techniques qu'on va mettre en place, puis on va en parler un petit peu plus dans les différentes approches du test en continu lors de la troisième phase. Puis là, vous vous demandez maintenant, ben, OK, peut-être qu'on n'est pas mentalement prêt à faire du test en continu. Pourquoi je devrais le faire? En fait, il y a trois grandes réponses qu'on veut avoir au niveau du marché. Les organisations aujourd'hui veulent être capables de livrer rapidement avec le plus grande flexibilité possible, puis prendre le moins de risques possible, prendre un risque contrôlé. Donc, la première chose qu'on veut mettre en place, il faut qu'on livre rapidement. Le marché nous oblige à changer. On a vu avec la pandémie, ce qui s'en vient dans le marché, ça a accéléré le fait que les concurrents vont sortir des produits. On doit réagir au marché, on doit réagir pour livrer des nouveaux produits. En assurance, par exemple, on a vu que la COVID était là. Les gens prenaient moins leur voiture. On a changé des avenants très rapidement. Mais le plus rapidement possible, tu peux le faire, le mieux tu es reconnu, plus tes clients sont contents, plus tu as de chance de garder ton marché. On n'a pas trop le choix d'innover et capable de donner de la valeur. Ceux qui ne peuvent pas donner de la valeur et changer, on parle un peu des compagnies d'aviation ou des compagnies de voyage où vous ne pouvez pas s'adapter très, très rapidement aux conditions actuelles, ben, on n'était pas capable de réagir. Donc, il faut être capable de tester en continu pour être capable de donner cette valeur-là le plus rapidement possible. Puis, toute organisation moderne veut livrer des solutions à valeur ajoutée le plus rapidement possible. Puis l'autre point, c'est d'être capable d'innover pour rester au marché. Ben, si on veut innover, ben, on sait qu'on va faire des erreurs en allant en production. Il faut juste que ces erreurs-là, qui sont souvent inévitables, et même souhaitables, là, qu'on veut le feedback loop, là, mais il faut éviter que notre client soit plus capable de travailler ou notre organisation soit plus capable de produire. Si on gère des guichets automatiques, il faut être capable de donner l'argent, même si on a des nouvelles fonctionnalités. Même chose pour les voitures. On voyait les voitures qui sont capables de se mettre à jour dans la nuit, mais le lendemain, il faut que la voiture continue à fonctionner. Puis s'il y a une erreur qui est produite, qu'on soit capable rapidement de remettre des validations en place, donc pas prendre plusieurs journées parce qu'on a des tests manuels à effectuer nécessairement. Donc, d'avoir le meilleur système en place pour être capable d'avoir des opérations et d'amener de l'innovation au marché. Dans le fond, peu importe la taille et le domaine de votre organisation, ce qu'apporte le test en continu, c'est des avantages compétitifs. C'est votre capacité à livrer de nouvelles fonctionnalités rapidement. Donc, on veut être capable de tester pour vraiment donner plus de pouvoir à l'agilité qui veut aller des cycles plus courts, plus de pouvoir au DevOps et à la livraison en continu. Puis tout ça en protégeant votre réputation puis la profitabilité de l'entreprise. Les problèmes de qualité ont un impact sur votre marque, c'est sur votre réputation. Trop de problèmes de qualité amènent une mauvaise réputation et les clients vont s'éloigner de la marque. Puis dans le fond, c'est un peu essentiel au succès d'être capable d'avoir des tests rapidement pour nous donner l'état à tous les niveaux d'essai, peu importe où je suis rendu dans mon développement, avoir par exemple un pipeline de déploiement, savoir à chaque niveau où j'ai des erreurs, quelle quantité d'erreurs que j'ai, donc avoir une visibilité où vous êtes rendu à l'intérieur de votre pipeline de déploiement. Donc, si je récapitule, puis là, je vous pose les questions, puis là, vous avez vu un peu les explications. Fait que maintenant, regardez quel niveau de défi vous avez à relever, contenant en compte que dans votre organisation, c'est peut-être très complexe d'avoir des TI. Il y a peut-être, aujourd'hui, on a peut-être du cloud, du microservice, de l'apprentissage intelligent, de l'intelligence artificielle. Comment je vais réaliser ces tests-là? C'est une complexité grandissante. Êtes-vous prêt à vous attaquer à cette complexité-là? Êtes-vous prêt à vous attaquer au fait que les dépendances accrues envers différents fournisseurs, envers différents produits, en différentes interactions avec d'autres applications? Êtes-vous capable de vous mettre en contexte au niveau d'équipes qui sont distribuées? De plus en plus, vos gens ne travaillent pas dans une même salle avec des post-it sur le même tableau. On est obligé de trouver un contexte qui va demander des tests en continu, qui vous demande de parler à tout le monde tout le long de la chaîne de développement. Puis la réalité est que les organisations ils ont beaucoup de difficultés à adapter leurs procédures de tests pour atteindre ces objectifs-là, tout en prévenant des problèmes majeurs en production. Donc, si on prend les 7 facteurs, ben, vous devez offrir un support organisationnel continu. Est-ce que vous pouvez cocher oui à celle-là? Est-ce qu'on peut élaborer, est-ce qu'on est capable d'élaborer une stratégie d'essai puis un plan de transformation clair? Est-ce que vous êtes capable de cocher oui à celle-là? Êtes-vous capable de cocher oui aussi à dédier un groupe de travail pour l'automatisation des tests? Ça semble plus simple.
investir des compétences, dans des compétences et de la formation en continu, en test. Est-ce qu'on le fait dans notre organisation? Est-ce qu'on est prêt à aller vers là? Est-ce qu'on est capable est-ce qu'on est prêt à définir et appliquer des pratiques, et les mettre en place, puis les communiquer comme il faut, nos pratiques? Est-ce qu'on est capable de sélectionner où on veut? Est-ce qu'on a moyen de sélectionner des outils, de les changer, d'aller sélectionner des partenaires clés dans cette transformation-là? Puis mettre en place des méthodes efficaces pour mesurer notre succès. Est-ce qu'on en a des KPI? Est-ce qu'on peut en mettre? Est-ce qu'on est à un bon niveau pour mettre des KPI dans notre organisation? Est-ce que notre organisation en a déjà en place? Maintenant, il faut se demander, puis Martin-Pierre, je vais te passer la parole, jusqu'où êtes-vous en mesure d'aller dans votre organisation? En fait, plaisir de tous vous rencontrer dans un contexte plutôt particulier. J'aimerais, en fait, pour arriver à définir jusqu'où on est capable d'aller, peut-être présenter les modèles de maturité. Avec le modèle de maturité, on va être capable d'établir, en fait, les critères qui font qu'on n'a pas ce que ça prend pour en arriver au test en continu. En fait, je vais vous parler d'un modèle de maturité qui s'appelle CMMI ou CMM au départ, qui est un modèle de maturité qui a été mis de l'avant par le département de la défense américaine, qui, dans les années 80, faisait du développement, donc avait des différents fournisseurs qui fournissaient des services et des produits informatiques, puis qui vivaient des défis, en fait, à avoir une cohérence, une consistance dans la qualité du produit. Ils ont demandé à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh de les aider à établir c'est quoi les critères qui faisaient qu'une entreprise était en mesure de fournir. Jean-François, s'il te plaît, tu viens de splitter mon écran, là. Jean-François, on voit tes courriels. Écoutez, donc, l'Université Carnegie a défini un modèle qui permettait de mesurer qu'est-ce qui faisait on vivait du succès ou du non-succès dans notre développement informatique. En fait, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait 3 critères. Jean-François, est-ce que tu peux me redonner le contrôle? J'ai peine à opérer, là, puis je vois que tu as séparé l'écran en 2. Peux-tu fermer mes courriels? Attends 2 secondes. Martin, je vais prendre le contrôle. Oui. Il faut qu'on puisse fermer ça 2 secondes. Je sais comment ça s'est fait ça. Martin, tu veux-tu présenter de ton côté? Désolé pour le trouble. Donc, Jean-François, on est en mesure de voir mon écran, là? Parfait. Donc, l'Université Carnegie, comme je dis, définit les critères. Ça passe par 3 facteurs. En fait, ça passe par l'organisation des activités. Ça passe par ce qu'on appelle les KPA, donc les Key Performance Area, qu'on va voir dans quelques minutes. C'est des éléments sur lesquels on doit absolument définir puis mettre de l'emphase si on va avoir un succès comme entreprise, puis s'éloigner d'un modèle qu'on appelait le modèle héroïque, dans certains cas, le modèle chaotique, là. Puis, ça prend une grande communication organisationnelle. Le modèle CMMI qui a été développé dans les années 80 a vu sa première ébauche disponible en 1993. Depuis, c'est utilisé pour si on veut avoir des contrats, soit à la défense, la plupart des organismes publics et beaucoup d'organismes privés utilisent ça comme modèle d'évaluation de la maturité d'un organisme. D'un organisme. Il y a principalement 5 niveaux de maturité qu'on évalue. Il y en a un 6e qui est plus bas que ça, qui est un modèle qui est complètement chaotique, là. Mais grosso modo, ces niveaux de maturité-là démontrent si vous avez ou pas justement les principaux Key Performance Area. J'ai pris ici les modèles 2 en montant. C'est simplement pour vous montrer que
Quand on est au niveau 1 et 2, on a une structure de productivité qui est focusée beaucoup sur le projet, donc qui est moins au niveau de l'organisation. Ça amène de grands problèmes parce que, bon, on peut avoir des équipes qui sont très, très performantes, mais dans l'ensemble, l'entreprise n'a pas une cohérence dans sa capacité à produire avec cohérence et consistance, là. Si on prend, par exemple, au niveau 3 en montant, au niveau 3, on va aller chercher tous les KPA importants pour être capable de produire avec qualité. Ça ne veut pas dire qu'on se mesure, ça ne veut pas dire qu'on a de la capacité d'avoir de l'amélioration continue de façon systémique, mais on a les grands facteurs de réussite. Maintenant, je voulais vous parler du modèle TMMI. Le modèle TMMI qui est ni plus ni moins que le pendant au niveau des tests du modèle CMMI. Ça s'assit beaucoup sur le standard international qui est ISTQB pour les tests. Donc, pour les tests de logiciels. Mais ça démontre en fait que au niveau des tests, il y a aussi une science qui s'est appliquée. Donc, on passe aussi d'un modèle qui est un modèle plus artisanal à un modèle qui est basé sur des approches plus scientifiques. Maintenant, simplement un survol de l'approche DevOps, simplement pour vous démontrer que l'approche DevOps, même si ça semble des fois un peu bizarre d'être capable de se faire de nombreuses livraisons avec des cycles de production très courts, il y a quand même une science derrière. En fait, un niveau de maturité qui se doit d'être assez élevé. Souvent, je vous présente ici, c'est le tableau périodique du DevOps. Pour certains, le DevOps, c'est ni plus ni moins qu'une série de produits. En fait, le DevOps, les produits servent à une fin, mais les outils, infrastructure as code, des choses comme ça, c'est une fin pour arriver c'est un moyen pour arriver à une fin. Ultimement, le problème vient du fait que dans le passé, on avait vraiment deux modèles d'opération qui étaient complètement séparés. On avait les gens de développement qui avaient pour but de sortir le plus possible de choses, les gens d'opération qui cherchaient de la stabilité. On est arrivé à un modèle où Patrick Debois, un Belge, en est arrivé à conclure que le mieux, c'était de rattacher ces gens-là ensemble et les faire travailler de pair. D'abord, le modèle est inspiré beaucoup de l'approche Lean et de l'approche agile. On va chercher des morceaux de chacun, beaucoup de l'approche Lean. L'idée du DevOps, donc, est de se rapprocher de la production manufacturière. On voit plutôt que de voir le développement comme une approche justement de construction artisanale, on voit ça comme une chaîne de production où chacun joue un rôle dans la chaîne de production, puis on essaie d'améliorer ce qu'on appelle la contrainte, donc le poste de travail qui nous ralentit. Encore là, ce n'est pas de façon péjorative, il y a toujours dans une chaîne un maillon qui est plus faible, simplement qu'on travaille à l'améliorer. Et même, on évite de travailler sur le reste parce qu'on va empirer la situation. C'est un modèle où on a une grande visibilité sur le travail. Encore là, dans l'agilité, c'est une des choses qui ressort de façon très nette. On travaille beaucoup sur l'amélioration continue. On dit dans le modèle que l'amélioration du travail quotidien est plus importante que le travail quotidien. Puis, on se mesure. On se mesure parce que si on ne se mesure pas, on n'est pas capable de s'améliorer. Donc, les principes du DevOps, on travaille sur ce qu'on appelle le value stream, la chaîne de valeur, donc la chaîne de production. On travaille de petits lots, beaucoup de petits lots. On itère très brièvement. Puis, on expose le progrès, donc on expose la progression à l'ensemble des acteurs qui sont dans l'écosystème. On utilise la rétroaction continue. Ça, c'est vous allez entendre le feedback. Là. Feedback continu, c'est un des attraits les plus importants du DevOps parce qu'on réalise des petits paquets, mais on veut être certain que tout va bien, tout est en ligne avec un niveau de qualité attendu. Puis, on utilise beaucoup l'approche du feature toggling que vous avez probablement entendu parler, où on est capable de rendre disponibles certaines fonctionnalités à un sous-ensemble de nos clients. Par ailleurs, le modèle DevOps fonctionne sur l'idée qu'on paye notre dette technologique. Donc, on garde un système, on s'assoit sur un système qui est
sur lesquels on n'a pas une dette technologique horrible. Fait qu'on est capable de prédire le développement, le temps de développement qu'on va avoir à faire. Ce que ça nécessite bien, le test en continu, puis on va en parler, c'est le sujet d'aujourd'hui, des itérations rapides, comme j'ai dit précédemment, les approches libre service, parce qu'on veut rendre les équipes le plus autonomes possible. Tantôt, j'écoutais Félix-Antoine qui parlait des approches de microservices, la loi de Conway. On veut être dans un modèle où chaque petit groupe qui est responsable d'un morceau est capable d'évoluer sans créer une interdépendance avec l'ensemble des services dans notre entreprise. On travaille beaucoup sur l'amélioration continue. On met en place des modèles CAPA, FMEA, donc des activités de recherche de causes racines. On planifie le chaos avec des approches FMEA. Si vous connaissez un peu le modèle de Netflix avec le Chaos Manager Chaos Monkey plutôt, qui sont des services qui ont ni plus ni moins pour but que de faire tomber des serveurs pour valider la résilience du système. On s'adapte, l'adaptabilité au changement fait partie intégrante du coup. Puis, évidemment, ça repose sur une grande collaboration. Ça met la table un peu sur ce qu'est le DevOps, parce que quand on parle de test en continu, c'est souvent rattaché au DevOps, malgré que il n'y a pas une relation qui est exclusive. Là. Donc, dans le modèle DevOps, l'idée, puis on va parler beaucoup de l'approche du shifting left, shifting right. L'idée, donc, du DevOps, c'est de tester partout, tester tôt, puis tester à tous les niveaux, même en post-production. Sur ça, je transfère le contrôle, Jean-François. Jean-François, est-ce que tu partages ton écran? On ne t'entend pas, tu es muté. Oui, OK. Ben, Martin, on va peut-être prendre 5 minutes pour répondre à des questions à ce moment-ci. On avait quelqu'un qui parlait de bottom-up au lieu de top-down. Ben, effectivement, les approches, je pense que ça reflétait au point où on en parlait, là, que les approches bottom-up, c'est les approches qui fonctionnent le mieux pour les gens qui sont en DevOps au niveau du test. Si ce n'est pas ça, vous me direz si ça répond à cette question-là. Ceux qui ont d'autres questions, peut-être le mettre dans le chat, puis je vais pouvoir partager mon écran pour la suite. Oui, c'est ça, c'est en lien avec la slide 13, on nous dit. C'est la slide au niveau des formations. Oui. Mais écoutez, on va attendre 2 secondes s'il y a des questions. Là. Martin, veux-tu répondre? Demi-toi 2 secondes. Oui, voilà. Mouvement monnaie de la base, avez-vous des outils ajoutés dans notre boîte à outils pour favoriser la mise en place de l'acceptation pratique bottom-up au lieu du top-down? Jean-François, c'est plus pour toi, là. On parle de plusieurs façons. Ça a été présenté dans l'autre slide, dans la slide dernière, mais quand on regarde les études qui sont faites autour de ça pour faire l'acceptation de ces outils-là, puis là, j'imagine, on n'est pas directement pour pouvoir répondre pas directement à votre question, mais ce que j'interprète, c'est qu'à ce moment-là, les gens de votre organisation ne sont pas prêts à accepter les mouvements qui viennent de la base. C'est la pratique numéro 1. C'est le facteur de succès numéro 1. Il faut vraiment que l'organisation s'engage dans le fait que ce mouvement-là est aussi mené autant par en haut que par en bas. Donc, on va vous appuyer. Il faut donner les moyens de le faire. La plupart des organisations le comprennent assez vite. Donc, ils vont mettre en place des communautés de pratique, ils vont mettre en place des ambassadeurs au niveau de chacun des métiers où on va vous donner la parole à chacun des groupes. Moi, ce que j'aime ça créer, c'est un groupe qu'on appelle des gens qui sont ouverts au changement, puis des ambassadeurs sur lesquels ces gens-là vont être capables de réagir et de faire des propositions d'amélioration qui sont liées à leur métier. Donc, mais tout ça appuyé par la communication qui est en haut, donc dans l'organisation. Et c'est certain que l'organisation doit déjà avoir des points, des mises en place d'un désir d'avoir du test en continu. C'est là que quand je vous demandais, êtes-vous mentalement prêt?
est-ce que l'organisation est prête à déléguer du transfert vers les gens qui sont au niveau du plancher? Ces gens au niveau du plancher-là sont capables d'apporter des solutions à l'organisation. Donc, c'est certain que pour convaincre, ben, vous pouvez l'amener dans des conférences comme on présente ici, puis d'avoir des joueurs clés qui vont venir leur présenter l'état de la situation, les problèmes que ça peut causer sur l'atteinte de leurs objectifs d'affaires. C'est vraiment de mettre ça en lien avec la valeur que vous pouvez donner. Je pense que ça serait. On devrait peut-être continuer si on ne veut pas manquer. Absolument. Absolument, absolument. Donc, pour continuer, Martin, je pense que je partage mon écran. C'est parfait. Parfait. On rencontre, de toute façon, ce qui est un peu relié avec les questions que vous avez posées, mais on rencontre les principales difficultés qu'on rencontre, c'est d'atteindre un niveau de qualité souhaité à la vitesse qu'on veut aller quand on présentait les avantages de faire du test en continu, tout en balançant les risques que ça va prendre pour avoir des risques efficaces, de tester efficacement. Donc, il faut garder un niveau de risque, il faut garder cette balance-là. Puis souvent, on a tendance à la débalancer d'un côté ou de l'autre. On met beaucoup de tests, donc ce qui nous rend très lourd au niveau des tests. On n'est plus capable d'atteindre notre valeur de rapidité, mais on a moins de problèmes en production. Souvent, on devient très frileux à avoir des problèmes en production parce qu'on n'est pas capable rapidement de réagir à ces problèmes-là. De l'autre côté, on se fait beaucoup mettre de pression au niveau des tests, puis pour même à la limite de ne pas en faire parce que ça ne donne rien. Il faut livrer rapidement jusqu'à temps qu'on vive des problèmes. Donc, cette balance-là est dure à garder. Puis, ce que j'explique aux équipes, c'est tout le temps de garder, c'est de ne pas mettre aucune amélioration qui nuit à un ou à l'autre. Il faut garder l'équilibre tout le temps. Si on veut aller plus rapidement, c'est jamais nuire à la qualité. Si on veut avoir plus de qualité, il ne faut pas nuire à notre valeur et à notre habilité qu'on va donner au marché. Comment on arrive à faire ça? Bien, il existe 5 approches qu'on va mettre en place. Vous avez entendu dans les présentations aujourd'hui qui en ont parlé de certaines, mais ça vient depuis 2 ans. Il y a du Continuous Testing Report qui nous permet de nous évaluer vers où ça s'en va les tests en continu. Ça, c'est sorti par Capgemini. Puis, il y a 5 grandes approches qui sortent sur le marché aujourd'hui qu'on voit de plus en plus émerger. Ces approches-là, on en parle beaucoup dans le mode DevOps, le shifting left. Ben, comment on se sert du shift left pour être capable de faire des tests le plus en amont possible dans le développement? Pour vous parler du décalage vers la gauche, j'aurai vraiment une slide pour chacun de ces sujets-là. Puis je vais vous en parler de chacun, vraiment en profondeur. Orchestration des tests, mais ce qui est important au niveau des tests en continu, c'est qu'on soit capable d'orchestrer nos tests dans ce genre de pipeline de déploiement, qu'on soit capable de le faire de façon cohérente et qu'on puisse sélectionner les bons tests au bon moment. Il ne faut pas négliger les processus de soutien. Trop d'organisations ont des problèmes avec les données d'essai, avec les environnements d'essai. Donc, tous ces environnements-là, puis ces données-là doivent être en place pour permettre à votre équipe de tester quand ils ont besoin, au moment où ils ont besoin. Il y a un autre principe qui est en train de sortir, puis c'est le décalage à droite. C'est un peu le démon de tous les testeurs. On ne va pas aller tester en production. Puis je sais que dans le passé, on disait beaucoup de ne pas faire de tests en production, mais aujourd'hui, il y a des méthodes qui permettent de valider les tests qu'on a, d'aller vérifier ce que la production nous dit sur ces tests-là, puis d'être capable de prendre les données au niveau de ces tests-là, de prendre le pouls de ces tests-là. Puis, il y a aussi comment on organise notre qualité. On en a-tu des gens spécialisés en qualité? Est-ce qu'on a un département qualité dans notre organisation ou l'équipe agile est auto-organisée? Ça aussi, ça a une importance. Si on prend le décalage vers la gauche, bien, pour 68 des organisations présentement, ils ont encore de la difficulté à concevoir puis maintenir. Puis ça, c'est dans le dernier sondage qui a été sorti vraiment en mars 2020. Donc, 68 des organisations ont de la difficulté à concevoir et à maintenir des tests significatifs qui vont répondre aux attentes de leurs utilisateurs. Puis souvent, avec l'arrivée du mode agile, on a perdu un peu le côté de j'avais des modèles avant, puis je planifiais les choses. Puis souvent, les gens ont peut-être mal compris ce côté-là quand on disait que ça ne prend pas de documentation, mais ça prend quand même quelque chose qui nous dit c'est quoi que notre client veut faire, puis qu'est-ce qu'on va faire comme modèle, puis comment on va y proposer, parce que ça nous permet de faire des tests sur le modèle. Donc, à ce moment-là, il existe des nouvelles techniques de pointe, toutes les XDD de ce monde, mais aussi le model-based testing qui permet de faire des tests en amont, d'évaluer nos tests qu'on va faire à partir des modèles, les différents modèles qu'on va avoir au niveau de notre organisation, que ce soit des modèles de flow ou différents schémas, des schémas UML. Il y a beaucoup d'organisations qui ont de la difficulté à faire des tests à l'intérieur du même sprint, que leurs tests sont décalés, mais il faut absolument tester, puis ce n'est pas une technique plus que une mentalité de savoir que
une définition de terminé. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre organisation? Est-ce que j'ai terminé si j'ai fait aucun test? On s'en va, quand on décale à gauche, il faut nécessairement avoir fait nos tests pratiquement avant, donc nos tests arrivent en même temps. L'analyse prédictive aussi, c'est ce qui nous permet d'aller prédire vers où on va se retrouver, puis qu'est-ce que nos tests vont nous donner. Donc, il y a aussi regardé le machine learning qui permet d'améliorer le code test. Dans le fond, si on regarde la courbe d'un modèle traditionnel, quand on dit c'est quoi l'effort de test, puis où est décalé l'effort de test, on se retrouve avec un effort de test qui est complètement à gauche, qui est complètement à droite, excusez, dans le modèle traditionnel, puis vers le modèle shifting left, on voudrait le ramener à gauche. Je pense qu'il y a différentes personnes qui en parlent, puis on voit beaucoup ce modèle-là, mais M. Arruda et la pandémie nous ont fait réaliser que maintenant, ce qu'on cherche vraiment quand c'est un modèle de test en continu, on cherche à aplatir notre courbe. On veut aplatir notre courbe de test. Pourquoi? Pour avoir des tests au départ, puis avoir, oui, faire un effort de test dans notre code, puis respecter une pyramide dont vous parlerez un peu plus tard, mais de la pyramide des essais, mais continuer à avoir des tests dans un modèle en continu, même quand on va aller en production. Donc, on veut continuer à avoir des tests, des efforts de tests qui sont plus constants. Donc, on n'allait pas se retrouver en mode où j'ai des tests à faire en temps supplémentaire. Donc, ça, c'est la première approche où vous devez regarder pour faire un décalage à gauche le plus possible, comment on peut utiliser les modèles, les différentes façons de faire du BDD, des stories, pour être capable d'avoir des meilleures attentes utilisateurs qu'on valide le plus rapidement possible. La deuxième approche, c'est d'orchestrer nos tests. Les cycles de développement, pour la plupart des organisations, 78 c'est un niveau élevé, ne maîtrisent pas le cycle de développement. Puis à peine 42 vont optimiser leur pipeline de déploiement. Une fois qu'ils en ont un, c'est ce que ça veut dire, c'est que la plupart des organisations ont un pipeline de déploiement, mais ils ne l'optimisent pas, ils ne vont pas réapprendre de leurs expériences. Il faut un système orchestré qui inclut là, avec un pipeline qui va vous permettre d'avoir vos builds, votre code, vos tests qui vont être surveillés et intégrés. Le pipeline doit être disponible à 100 du temps pour les gens qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin. Votre équipe de développement a besoin de son pipeline, aura un commit à faire pour que ce commit-là arrive dans le code, que ce commit-là soit déployé, qu'il soit buildé, qu'il soit déployé, qu'il soit testé et que les résultats soient rapidement donnés et qu'il soit enlevé s'il n'est pas bon aussi. Donc, les rollbacks instantanés sont nécessaires. Il faut pour ça que nos jeux de données soient disponibles, qu'on est capable de générer des données en temps réel, même dans nos cas de test, qu'on soit capable de le faire le plus rapidement possible, avec une surveillance continue basée sur l'automatisation qui nous dit si on a des erreurs ou pas, qui nous donne des métriques de suivi, à savoir est-ce que j'ai eu des problèmes, puis c'est où avaient lieu ces problèmes-là. Si on parle des environnements du soutien, l'art de soutenir les équipes, c'est de donner des environnements puis des processus qui nous permettent, puis ça, je parle des données aussi, puis d'une infrastructure flexible qui nous permettent de tester le plus rapidement possible et de tester au moment où on en a besoin, même en continu sur demande. Si on regarde, là, il y a déjà encore un tiers, puis 36, ce n'est pas un chiffre très élevé, mais c'est plus d'un tiers des organisations qui passent plus de 50 de leur temps à gérer des environnements. Dans la gestion des environnements, il y a 50 de ce temps-là qui est passé à travailler sur les jeux de données. Donc, à créer des jeux de données, à maintenir des jeux de données. Ça veut dire que sur une semaine typique de test, vous allez passer 2 jours et demi à travailler sur vos environnements d'essais et non pas à réaliser des essais et à donner de la valeur. Donc, c'est du temps qui n'est pas bien investi à ce moment-là, où il faut trouver comment mettre en place notre infrastructure qui est assez flexible. Donc, ça, on fait appel à tous les gens qui travaillent au niveau de gestion de configuration dans les organisations, pour savoir comment je peux m'organiser pour que mes tests soient rapidement disponibles et que je puisse le faire quand je veux, de la manière que je veux. Il faut une infrastructure qui représente les conditions le plus près possible de la production. Idéalement, si on y va vers le prochain sujet qui s'en vient bientôt, le shifting right, idéalement d'avoir des conditions de production où on est capable même de prendre la production le plus possible pour tester. Il faut être capable de paralléliser nos activités. Autant nos tests, notre build, notre déploiement, ça peut se faire en parallèle selon les différentes activités que j'ai dans mon organisation et dans mon groupe. Donc, paralléliser vos activités pour arriver à faire des tests en parallèle, des builds au même moment sur différentes parties de votre code. Les écosystèmes doivent être interreliés à tous les niveaux. Il faut être capable d'analyser de façon dynamique les environnements. C'est une technique qu'on a vue dans les dernières conférences où les environnements sont monitorés de façon dynamique pour être capable de savoir exactement ce type d'erreur-là que j'avais avant se produit-il lors de mes tests dans mes environnements. J'ai trouvé une nouvelle erreur en production. Je l'ai réglée dans mon environnement. Je ne veux plus qu'elle se produise. Donc, l'environnement va le déployer et il va nous donner une alerte immédiatement de façon dynamique quand une condition d'erreur va s'être produite.
On a aussi des systèmes de dépersonnalisation qui doivent être robustes et efficients avec l'emphase qu'on met de plus en plus sur la sécurité. Dans une autre conférence, vous pouvez vous présenter les différentes notions de sécurité qu'il y a. Il y a énormément de données qui sont perdues, il y a énormément d'organisations qui utilisent encore les données de leurs clients qui sont disponibles un peu partout dans l'organisation. Il faut être capable de dépersonnaliser les données, que ça fasse encore du sens. Donc, il faut investir dans le côté DBA, dans l'expertise de ce niveau-là pour être capable d'avoir des données qui font encore du sens dans notre organisation, mais qu'on peut réutiliser très rapidement sans passer par un processus très long et fastidieux. Si on parle du décalage à droite dans votre organisation, il y a déjà 40 des organisations, puis ça monte régulièrement, qui font des tests en production au moins annuellement. Ce n'est pas encore énorme, mais ce qu'on veut réaliser par le Shifting Right, c'est d'améliorer la précision de nos tests par l'analyse de données de production. En fait, on veut savoir ce qui était imprévu, pouvoir s'adapter et réajuster nos tests. C'est correct d'avoir certaines erreurs, en autant qu'on est capable de remonter. Mais c'est correct d'avoir certaines erreurs, mais il faut être capable d'apprendre de ces erreurs-là. Il faut être capable de prendre en conséquence, faut prendre conscience de ces erreurs-là et de les amener dans nos tests pour les améliorer. Donc, il faut mieux comprendre le parcours de nos utilisateurs et être capable d'utiliser des techniques de tests qui sont quand même sécuritaires dans nos environnements de production qui sont quand même robustes. On parle aujourd'hui de différentes techniques que je vous ai mis ici, comme du crowd testing, là, qui permet de savoir ce que les gens disent de nous. On va vérifier que notre population est heureuse avec le produit qu'on nous donne. Si elle ne l'est pas, d'aller trouver pourquoi. Comme un peu suivre un chat et d'être capable de savoir ce qui va se passer. Mais on le fait dans ce cas-là avec les différents réseaux sociaux. C'est assez simple de le faire plutôt que d'envoyer des sondages comme on faisait dans le passé. Il y a un moyen de mettre en place un certain niveau de chaos testing où on va tester nos environnements. C'est certain qu'il faut être assez robuste à ce moment-là dans notre organisation pour pouvoir le faire, mais il faudrait être capable de résister au chaos qui peut se produire parce que vous voyez, même dans une présentation, on a beau vouloir contrôler tout, il y a des événements qui arrivent qu'il faut réagir. Donc, c'est le but du chaos testing à ce moment-là. Puis, le test recording, c'est d'être capable d'enregistrer des codes tests, même qui viennent de notre production. Puis ça, on le faisait déjà il y a quelques années avec Martin-Pierre dans des environnements de surveillance au niveau médical. On enregistrait les codes tests qui passaient sur le fil. Ça nous permettait de voir ce que notre utilisateur faisait, puis de rejouer ces codes tests-là pour savoir si on avait une erreur qui s'était produite. Donc, l'enregistrement des codes tests devient très intéressant. Puis le test monitoring, la même chose, vérifier l'état de nos tests, puis les faire rejouer même en production là, pour pouvoir surveiller notre production. C'est certain qu'il faut bâtir en conséquence, il faut que nos architectures soient préparées, que nos systèmes soient résilients. Par exemple, le feature toggle, ça ne se pense pas à la dernière minute pour être capable de donner. Puis ceux qui n'ont pas entendu le terme, là, le feature toggle, c'est de mettre en production avec des features qu'on peut mettre à on juste pour certaines personnes. Ou pour certains groupes ou pour certaines features. Donc, il y a des règles au niveau du feature toggle qui nous permettent de tester de façon intelligente nos tests puis d'aiguiller de façon dynamique aussi. Si on regarde l'organisation de la qualité, il y a il y a comme aujourd'hui deux mentalités qui s'affrontent au niveau des organisations de qualité. Il y a 40 des organisations qui sont toujours supportées par une équipe de QA qui est spécialiste, donc des équipes de qualité spécialisées, qui vont souvent se joindre aux équipes pour donner une expertise, qui vont travailler avec les équipes, mais de façon plus indépendante. Il y a une notion d'indépendance du test ici là, qui vient jouer. Puis il y a 33 des gens, un peu l'équivalent, c'est des équipes agiles, autonomes, sont autonomes dans leurs tests, puis il n'y a pas d'organisation spécialisée qui ramène les idées puis fait un suivi de test. Chacune a un pour et un contre. Ce qu'on voit émerger depuis 2 ans, puis c'est ce qu'on voit maintenant, mais ça existait probablement déjà avant, c'est un hybride. Les équipes ont choisi de déléguer certaines fonctions à des spécialistes en qualité, puis d'autres ont décidé de garder une autonomie sur d'autres tâches. Ce modèle-là, ce qu'on entend, c'est que si on est capable d'éviter le piège du contrôle centralisé excessif, d'avoir une équipe de qualité qui vous dit non, tu n'as pas le droit de tester toi-même, tu dois passer par moi, un contrôle excessif en qualité, si on peut l'éviter, on serait capable d'utiliser un modèle qui est beaucoup plus hybride, où on permet au processus d'évoluer dans les équipes, mais les gens au niveau des spécialisés en qualité vont continuer à se former tant qu'ils peuvent ramener cette compétence-là au niveau des équipes qui font partie eux-mêmes de la solution. Donc, que ce ne soit pas un mur. Donc, là, on veut vraiment être capable d'avoir des gens en qualité qui peuvent aider parce qu'ils ont ils ont des supports en test, puis ils ont des formations en test. Ils sont capables d'aider les équipes à évoluer et de garder en vie les processus tant qu'ils les distribuent. Donc, il ne faut pas créer une organisation complètement séparée à ce moment-là.
Si on regarde dans les règles de l'art de l'organisation qualité, aujourd'hui, il faut être capable de tester autant le fonctionnel que le non-fonctionnel. La sécurité, la performance dans le non-fonctionnel est de plus en plus important. Il faut développer des compétences. C'est pour ça, des fois, qu'il y a des organisations spécialisées au niveau d'analyse de données, du data analytique, pour savoir être capable d'analyser ce qui se passe en production, autant que nos données qu'on a au niveau qu'on veut utiliser pour nos jeux d'essai. Comment tester l'intelligence artificielle, c'est un tout nouveau domaine qui arrive, puis on ne peut pas s'y fier à 100 %. On a vu plusieurs présentations qui montraient la difficulté d'avoir une intelligence artificielle qu'on a codée, qu'on laisse aller, elle, de façon autonome sur le marché, mais il peut y avoir des biais qu'on a introduits dans l'intelligence, au niveau de l'intelligence artificielle. Le design de test, c'est des techniques qui se montrent, qui s'enseignent à ce niveau-là, puis beaucoup de développeurs ne les ont pas nécessairement connus. Donc, il faut être capable de savoir comment on va designer nos tests, puis utiliser les meilleures techniques de test si on veut faire du compartimenté, puis avoir des tests qui sont bien divisés. Il ne faut pas en utiliser trop, parce que même le temps processeur va être utilisé à ce niveau-là. Différentes techniques de tests automatisés, comment on crée la plateforme, comment on la design, quelles règles on se donne, quels tests on fait au niveau des API, quels contrôles on va se donner à ce niveau-là. Il faut développer ses compétences au niveau de ces tests-là aussi. Il faut pouvoir maîtriser les environnements de test, ça se montre et ça s'enseigne de ce côté-là. Et gérer les jeux de données et aussi les différentes méthodologies qui vont exister. Puis qui va assister à quelle conférence, qui va aller voir quelle formation pour être capable de ramener les différents fondamentaux au niveau des tests pour qu'on puisse au moins avoir la base dans notre organisation et qu'on continue de l'enseigner à tous nos partenaires. Ce qui reste comme défi, ce qu'on voit dans la littérature, ce qui reste comme défi pour la majorité des organisations, c'est les activités suivantes. C'est être capable de gérer, ça vient depuis le début de l'agilité. On demande d'avoir des récits utilisateurs, mais ça reste pour 67 % des organisations un des plus grands défis, d'avoir des récits utilisateurs qu'on va être capable d'amener aux équipes, puis qu'on va vouloir transformer, mais qu'on va gérer la traçabilité de ces changements-là. On perd souvent cette traçabilité-là. On perd que le récit a changé. C'est quoi les jeux d'essai? C'est quoi le code qu'on doit mettre à jour? On a une difficulté à mettre à jour ces données-là et être capable de les amener aux organisations. On a encore 56 % des organisations qui ont de la difficulté à tester à même le sprint courant. Donc, c'est peut-être votre cas ici dans l'Assemblée. Et dans 78 % des organisations, c'est rendre les activités visibles là, tout au long du cycle de développement. C'est un gros challenge. Les pipelines de déploiement, les managers dans les organisations ne comprennent pas où on est rendu quand on fait du développement. Il faut toujours qu'ils disent hey, Martin, viens me voir, on est rendu où? Parce que moi, je ne comprends pas tout ce que vous m'avez donné. Je ne vois pas votre cycle de développement. Il y a beaucoup de gestionnaires qui ne font pas partie de la solution. Puis ils vont souvent prendre le chef lead ou le lead développeur pour aller demander où on est rendu dans l'organisation au niveau du test. Pour être capable de s'améliorer, pour renverser la vapeur, si on posait la question là-dessus, il faut absolument changer la culture dans votre organisation. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est un changement qui demande beaucoup d'efforts dans une organisation, pour d'autres peut-être moins. Mais il faut que chaque personne à travers l'organisation soit consciente qu'il est responsable de la qualité. La qualité, ce n'est pas quelque chose que j'ajoute comme dans une chaîne de montage à la fin. Des tests, ça existe avec des responsabilités, mais la qualité, c'est intrinsèque, ça n'existe pas. On ne peut pas écrire qu'il y a de la qualité. Il faut qu'on la fasse pour chacune des tâches qu'on est en train de faire. Donc, dans chacune de nos tâches, que je sois un PO, que je sois en train d'écrire quelque chose, je dois pouvoir le faire de façon à ce que ça soit compris. Donc, il faut que je livre un travail de qualité. Quand je développe, mon travail doit être de qualité. Puis même quand je vais en opération, mon travail doit être fait de qualité. Donc, il n'y a personne qu'on peut amener en assurance qualité qui va faire ça à votre place. Il va juste pouvoir mesurer votre niveau de qualité. Ceci dit, il faut travailler au niveau de la technologie, bien sûr. Il faut démocratiser les outils. Les outils doivent être disponibles à tout le monde très rapidement, être capables d'être mis à jour rapidement, capables d'être modifiés rapidement, vos outils, puis servir à votre équipe. Il faut que tout ça soit vraiment flexible, configurable. Même au niveau des outils, on doit donner des environnements flexibles, des environnements configurables, des outils flexibles et configurables. Il ne faut pas mettre des bâtons dans les roues au niveau des équipes. Il faut que l'organisation change à ce niveau-là pour vous donner du droit de le faire. Il faut automatiser les tâches répétitives, il faut les automatiser le plus possible. On veut pas automatiser à outrance, mais tout ce qui est répétitif est automatisable. Et travailler très fort au niveau des pipelines de déploiement pour être capable d'avoir une visibilité au niveau de votre cycle de développement. Merci. À mon tour. Est-ce que ça va, Martin?
Oui, est-ce que vous voyez mon écran? Jean-François, tu vois mon écran? Oui, c'est bon. Parfait. Parfait. Merci Jean-François. En fait, ce que j'aimerais vous parler maintenant, c'est de façon concrète, comment est-ce que ça s'opère? On a parlé de shifting left, shifting right. Quand on vient à se dire on va faire du test en continu, bon, mais comme Jean-François expliquait, on veut aplanir la courbe, c'est-à-dire en faire tôt, en faire partout, tant au début qu'à la fin, au milieu du processus. Je vais essayer de mapper le processus d'essai sur le processus de développement. Je vous parle ici des préalables parce que tantôt j'ai parlé du niveau de maturité. Le niveau de maturité disait donc on a certains éléments qu'on a en place. David Beaumier me disait que CMMI était un peu présenté comme un ou l'autre par rapport à l'agilité. Je pense que c'est ce qu'il faut voir dans ce que je présente, c'est plutôt les facteurs qui sont pris en compte, que ce soit en agilité ou dans le modèle CMMI. Les facteurs de réussite sont relativement les mêmes, c'est-à-dire d'avoir un bon niveau de communication organisationnelle, puis de développer les différents aspects qui nous amènent à développer du bon logiciel, c'est-à-dire des bons récits, des bons requis, des critères d'acceptation, des choses comme ça. Donc, en termes de préalable, pour partir, on se doit d'avoir une infrastructure de déploiement continu. Si on veut faire du test en continu, on ne va pas s'attendre que ce soit Paul qui aille sur son ordinateur, partir le build et le tester. Du coup, on a besoin de cette infrastructure-là en place. Gestion des requis de la traçabilité, là, tout ce qui est gestion documentaire, sans tomber dans l'excès, on se doit de avoir. Parce que le test en continu sous-entend que lorsqu'on fait un changement, on est capable de voir l'impact que ça a au niveau des essais. Puis quand on a un échec d'un essai, on est capable du coup de mapper qu'est-ce qui potentiellement est la cause du problème. Gestion des essais, bon, ben, que ce soit un système de gestion des essais sous une forme ou une autre, on se doit d'être capable d'avoir un élément qui trace les essais qu'on a en place pour justement être capable d'établir la traçabilité. L'infrastructure de monitoring applicatif, d'infrastructure aujourd'hui avec des New Relic, des outils de monitoring applicatif ou des SNMP qui nous permettent de mesurer l'utilisation de nos ressources en temps réel. On se doit d'avoir ça pour être capable de voir l'impact de ce qu'on a comme infrastructure, puis comment l'infrastructure réagit par rapport à l'utilisation. Des engins de reporting d'essais. Donc, ça, il y en a une multitude, mais être en mesure d'être capable de consolider nos résultats d'essais pour essayer d'arrêter de voir les essais comme différents silos, mais plutôt comme le voir comme un tout. Puis un processus de revue d'analyse statique, bien, la revue et l'analyse statique, quand on parle de shifting left, c'est probablement le premier élément. Là. Dès les premiers designs, d'avoir des processus de revue en place, c'est déjà un élément qui joue beaucoup sur la qualité. Maintenant, si on regardait plutôt les essais sur la forme, bon, ben, il y a la fameuse pyramide, là, mais on va se servir de la pyramide un peu pour voir dans les niveaux de tests tels que définis par ISTQB, qui correspondent ni plus ni moins qu'au processus de développement. Qu'est-ce qui sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qui sont les bonnes pratiques? Puis, qu'est-ce qui nous amène justement à pouvoir faire du shifting left ou shifting right là, selon l'endroit où on est dans notre processus de développement? Les niveaux ça, c'est une image qui vient de la taverne des testeurs, puis qui présente ni plus ni moins que pour chacun des niveaux de tests, on peut avoir différents types de tests. Donc, en unitaire, on peut se retrouver à faire des tests GUI à rigueur sur un composant où on peut faire un test fonctionnel ou non fonctionnel. Mais donc, il faut différencier le niveau du type. Puis maintenant, on va regarder en termes de niveau. Si on part du niveau composant, donc unitaire, on va penser à tester une unité de traitement. Souvent, on va voir une classe, mais ça pourrait très bien être un microservice qui est testé de façon unitaire, là, où on a brisé les dépendances, puis on va tester, cibler l'élément. Les caractéristiques d'un test unitaire, là, peu importe la forme qu'il y a, c'est qu'il doit être
court, fiable et stable. On travaille avec un environnement où on va briser toutes les dépendances qui sont non déterministes. Donc, on va s'assurer d'un comportement, puis on va le mesurer. Il est facile à lire et à maintenir. Des cas de test, typiquement, un cas de test va avoir un nom qui est très facile à identifier, qui va permettre d'identifier qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est quoi l'action quelle situation qu'on va mettre dans laquelle on va mettre le code, quelle action qu'on va prendre, c'est quoi le comportement attendu, là. Ça valide une chose à la fois. On essaie d'éviter d'avoir des cas de test qui testent 25 choses en même temps. On veut, sur le moment d'un échec, être capable d'identifier la cause, du coup, en ciblant l'élément qu'on teste, là. On isole les dépendances, comme je disais, tout ce qui est file system, horloge, base de données, on brise toutes ces dépendances-là. Ce matin, c'est ce matin, Félix-Antoine fait une belle présentation sur les mocks. Je pense qu'il faisait bien l'exposition que si on est capable d'identifier les dépendances externes, qu'on est capable de démoquer, on est capable de cibler le traitement, là. On peut penser, là, on fait souvent l'analogie avec le monde de l'automobile, là, mais il faut comprendre que quand on conduit une voiture, la transmission sur la voiture, elle a été testée de façon unitaire avec ce qu'on appelle un gig de test, là, ce qui est ni plus ni moins qu'un framework de test physique pour être capable de valider son comportement dans plusieurs états. Donc, évidemment, la transmission n'a pas été testée une fois la voiture complètement montée. Évidemment, c'est automatisé. On exécute à une fréquence très élevée, idéalement au commit. Ça peut être sur les merges, etc. Les tests unitaires ils doivent être synchronisés à 200 % avec le code. Ils font partie intégrante du code. C'est écrit par les programmeurs. C'est facile et rapide à exécuter. Je ne veux pas faire un cours sur les tests unitaires, mais il y a quand même des bonnes pratiques qui doivent être toujours gardées à l'esprit quand on écrit un test. Donc, comme je vous dis, le nom, là, il peut faire 25 km de long tant qu'il dit qu'est-ce qu'il fait, là. Dans ce cas-là, given an unsafe document with quitting, then exception to raise to save raised. Mais ça me dit un peu qu'est-ce que c'est supposé de faire. Donc, à partir de ce moment-là, je sais, en cas d'échec, qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce qui n'aura pas fonctionné. Prendre les approches où on divise le code pour qu'il soit facile à lire. On positionne le code dans un endroit. Donc, arrange, act, on prend une action sur le système, puis assert, on valide le comportement qui est attendu. Il y a des techniques d'écriture de tests qui sont assez répandues. Puis c'est le fun de bien les connaître pour être capable de facilement les interchanger selon la situation, là. Que ce soit les partitions d'équivalence, les colimiques, des tables de décision, les systèmes de transition d'état. C'est bien de maîtriser ça pour être en mesure de choisir ce qui est le plus approprié. L'utilisation de mocks ce matin, donc Félix-Antoine en parlait bien. Les mocks, c'est un must, là. Peu importe le niveau que vous allez être, en fait, au niveau composant ou au niveau intégré, vous allez devoir maîtriser ces éléments-là. Des mocks, des stubs, tout ce qui est test double, là. L'utilisation de vos essais. En fait, oui, des essais unitaires, j'entends pour une classe. Il existe un modèle qui s'appelle les essais de mutation, les tests de mutation, qui vous permettent de valider la qualité de vos tests. Ni plus ni moins ce que ces systèmes-là font, c'est de prendre votre code, ce qu'on appelle le SUT, le système under test. Il va prendre la méthode, puis il va aller changer des opérateurs, par exemple, dans la méthode, puis on va voir à quel moment vos essais brisent. Normalement, sur n'importe quel changement dans un opérateur, on s'attendrait à ce que le test soit en échec parce qu'il aurait capté que le comportement et le résultat n'est pas le résultat attendu. C'est ce qu'on appelle des mutants, des systèmes de tests de mutation. C'est bien de pouvoir mettre ça en place pour se mesurer, là. Deuxième niveau, donc on développe nos composants un à un. À un moment donné, on les attache entre eux autres. On fait ce qu'on appelle les tests d'intégration, les tests intégrés qu'on fait progressivement. Ce matin, Olivier a parlé beaucoup des tests de contrat, des tests à la PAC-PIO, etc., là, où on est capable d'enregistrer des payloads d'envoi et de retour, puis pour mesurer et s'assurer que c'est bien ce qu'on a d'attendu. Ça nous amène aussi la possibilité, quand on est capable d'utiliser des mocks comme ça dans les extrémités, d'être capable de développer sur des contrats qui n'ont pas été encore implémentés. Fait que il y a beaucoup d'avantages à prendre ces approches-là.
Encore une fois, le but du test d'intégration, son but, c'est plus de tester de façon unitaire le traitement, mais plutôt la coexistence de différents composants, là, que ce soit des microservices. Ce matin, il y a eu beaucoup de questions qui avaient trait au fat client. Euh, qu'est-ce qui se passe si on a une application monolithique, si on a une application desktop? Puis la réponse a été, bien, il existe toujours, peu importe le système, il existe habituellement la décomposition de systèmes qui nous permettent comme ça de tester les intégrations. C'est vrai que des fois, il y a des modèles qui sont très, très, très liés. Puis Jean-François parlait de la préparation que ça prenait. À l'occasion, ça prend du grand refactoring pour être capable de mettre en place des tests au niveau de l'intégration. Typiquement, on s'attendrait à ce qu'il y ait un certain découpage architectural qui le permette. Donc, ça valide un peu comme tous les niveaux, là. On valide du fonctionnel, du non fonctionnel. C'est bon à ce niveau-là aussi de mettre des mesures de performance, par exemple, sur un appel de service, des choses comme ça là, qui peuvent être faites en comparatif sur des longues périodes de temps, là. Leur but, donc, c'est vraiment de diminuer votre risque. En diminuant le risque en intégration, on se retrouve souvent à éviter d'avoir un paquet de tests qui vont être faits plus tard. Tout à l'heure, je vais vous parler, tout de suite après, on va parler des tests systèmes, puis on va parler des analyses de causes racines. Bien, quand on a des problèmes rencontrés en production, souvent, le réflexe, c'est d'écrire un cas d'essai qui est ni plus ni moins ce que l'usager a fait. Bien, si on a des couches de tests plus basses qui sont formalisées, on peut chercher la cause racine puis plutôt insérer un test plus bas, ce qui coûte beaucoup moins cher à maintenir et à produire du coup. Les caractéristiques, encore là, comme je disais, ça demande quand même une architecture qui est pensée multitiers. Hein. Si elle l'est pas, ça prend des fois un refactoring pour arriver à positionner nos morceaux, les découpler pour être capable de briser les interdépendances qui sont trop fortes, là. Il y a différentes approches aussi quand on écrit des tests d'intégration. Je parle du Big Bang, top-down, bottom-up, incrémental. C'est bien de bien maîtriser ça parce que c'est ces approches-là qui vont définir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ces essais-là. C'est-à-dire que en montant les essais, vous allez monter des mocks sur les extrémités de vos dépendances. C'est ce qui va vous permettre, selon l'approche que vous allez prendre, de développer tôt avec des mocks qui auraient été développés pour faire des essais. Maintenant, au niveau système, quand on a nos composants, on a testé de façon intégrée ou partiellement intégrée certains morceaux, à un moment donné, on finit par coller tous nos morceaux, puis en plus, on va coller les systèmes externes sur lesquels on a des dépendances aussi. Le but à ce moment-là, là, au niveau système, tel que défini par ISTQB, j'entends, au niveau système, on s'attend à ce que, comme équipe de développement, nous, on fournit nos derniers tests, on fait nos dernières validations avant de donner la main à nos clients. Puis je vais vous définir de façon plus large client, là. Quand on arrive à faire des tests système, souvent les gens vont penser que ça va être que des tests GUI, mais ce n'est pas que des tests GUI. Il peut y avoir des séquences fonctionnelles qui peuvent être faites, par exemple, via l'API et tout. Mais typiquement, on va essayer au moins de valider l'ensemble de nos critères d'acceptation sur nos requis. Ces tests-là font partie, comme les autres tests, font partie intégrante du produit. Il faut arrêter de les voir comme quelque chose qui est externe au produit, qui est géré par une autre équipe. Ça se doit d'être intégré, spécialement en test en continu, parce que le test en continu sous-entend qu'il n'y aura pas un humain qui va faire une interaction avec le système. Donc, on se doit d'avoir des tests qui ont été écrits, qui correspondent aux besoins, donc qui ont été validés, font partie d'un processus de revue comme du code, comme tous les autres éléments que vous allez, comme un design que vous pourriez faire valider par un tiers, en suivant des processus de revue comme vous avez définis à l'interne dans votre organisation, là. Il vise aussi à valider l'interaction avec des systèmes externes. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va valider si on a des tiers avec qui on travaille, que tout est conforme. Encore là, souvent on développe avec un tiers, soit qu'on travaille avec un système de développement du tiers ou on a moqué le tiers pour des raisons de performance, d'accessibilité, etc., là.
On valide les éléments environnementaux, tout ce qui est pare-feu, load balancer, tout ça, c'est à ce moment-là qu'on va faire nos essais pour s'assurer que le tout est conforme avec les attentes, puis potentiellement avec des requis non fonctionnels pour les organisations qui en tiennent. Préciser les anomalies, les non-conformités avant la phase d'essai. Donc, on essaie de capter le maximum de ce qu'on peut capter. Il arrive à certains moments qu'on va découvrir des anomalies, des non-conformités, puis qu'on va juste accepter de mettre en production parce qu'on a des palliatifs, parce qu'on considère que le niveau de risque n'est pas élevé, mais on se doit absolument les capter à ce moment-là quand même. C'est un niveau où il y a beaucoup, beaucoup de risques parce qu'on a tendance souvent à ce niveau-là à penser que des outils des tests GUI à la Selenium, test café, etc., ça va couvrir la majorité des problèmes des tests. Il y a des risques avec ça, c'est d'en faire trop justement avec ces outils-là, de ne pas découpler nos essais et de faire des grandes séquences plutôt que de faire plusieurs petites séquences. Donc, il y a la mise en place d'exercices de recherche de causes racines à ce niveau-là qui devrait toujours être faite, plutôt que d'agrandir notre patrimoine d'essais de régression là, ou de non-régression, selon on parle en français ou en anglais. On essaie de limiter pour plutôt que de faire des séquences pour répéter une séquence qui a amené un problème, on cherche la cause racine, puis on va régler le problème, on fait un cas d'essai dans une couche plus basse. Là. C'est des essais de dernier recours, donc on essaie d'éviter d'en faire trop. Je ne sais pas si ces tests-là se désynchronisés. C'est les tests qui sont généralement les plus à risque d'être désynchronisés, qui sont joués moins souvent. Dans une séquence, dans une optique de test en continu, on les roule assez souvent pour être sûr d'éviter d'avoir des problèmes là, qui sont pas vus là, dû à une désynchronisation. Là. Éviter les outils de record and play au possible parce que ça me fait du code qui n'est pas maintenable et qui n'est pas qui n'est pas bien découpé. Il y a des approches d'écriture pour des essais GUI qui sont des approches architecturales qui utilisent des design patterns qui sont connus, là, que ce soit les page objects, que ce soit les orchestrateurs, etc. Gardez ça à l'esprit, ça vous amène du code qui est beaucoup plus facile à maintenir. Là. Le code fait partie du même repo que le code du développement. Maintenant, la petite subtilité, on parlait tantôt du shifting left. Maintenant, on va parler un peu du shifting right. Là, quand on arrive à la couche UAT, la couche des tests d'acceptation, ça va être le moment où nos clients, donc, vont valider notre système. Puis le client, ça peut être un client interne. Ça pourrait être, par exemple, ce qu'on va appeler le client advocate, qui va être soit le PO ou quelqu'un qui va représenter le besoin client. Cet utilisateur-là, donc, à ce moment-là, va être capable d'essayer le système et s'assurer que c'est conforme à ses attentes. Ces attentes avaient été transformées en requis, qu'il y avait des critères d'acceptation qu'on devrait avoir testés. Donc, le client devrait être en mesure d'apprécier le système à sa juste valeur si on a fait le système, si on a vraiment validé l'ensemble des requis tels que prévus. Là. On valide l'opérabilité du système. À ce moment-là, c'est là qu'on va vraiment valider qu'on est en mesure on va être en mesure de déployer, de gérer les backups, qu'on a du disaster recovery, etc. Encore là, c'est des tests qui peuvent être aussi automatisés, puis qui se doivent l'être dans un test en continu. Donc, il y a des opérations qui sont automatisées là-dessus. Dans le cas échéant où on a un SDK, des API, c'est à ce moment-là qu'on va en faire la validation. Encore là, on expose à un client, c'est le test client. On va l'avoir fait évidemment avant parce que dans nos tests d'intégration, on va avoir testé nos propres services. S'assurer de la conformité réglementaire. Si vous êtes assujetti à des normes comme la FDA dans l'aérospatial, dans le monde de l'automobile, ISO 26222, vous allez avoir à ce moment-là à passer l'ensemble de vos essais pour vous assurer de la conformité. Encore une fois, c'est des essais qui sont automatisés.
C'est le dernier préparatif pré-déploiement. Là où est la subtilité, c'est que comme je vous ai parlé tout à l'heure du feature flagging puis du feature toggling, on a la possibilité de faire du déploiement de Canary, donc une version pour laquelle on va valider l'expérience usagée, mais en post-production. Donc, on met en production le système pour une infime partie de notre communauté d'utilisateurs qui, eux autres, peuvent l'utiliser. Aujourd'hui, j'utilisais Gmail, puis je voyais que j'ai deux comptes Gmail. Il y en a un qui a été mis à jour avec leur nouvelle version, l'autre ne l'a pas été. Donc, encore là, ils font des essais avec un bassin d'utilisateurs. J'ai été choisi probablement par un facteur que je ne pourrais pas expliquer pour faire des essais. À ce moment-là, ils font des études comportementales dans le système qui sont automatisées aussi, qui vont mesurer la facilité avec laquelle l'usager a à utiliser le système, puis toutes sortes de facteurs. Donc, quand on parle de shifting rate, c'est la capacité de faire ça avec des systèmes qui sont en post-production. Évidemment, ça vient aussi avec les outils, comme je parlais, des Dynatrace, Neuralink, etc., qui nous permettent de monitorer, valider le système une fois qu'il a été déployé. Sur ça, ça serait la dernière slide. Je pense qu'on pourrait ouvrir aux questions. Oui, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mentionner à l'intérieur. Il faut rappeler que, dans le fond, on vous a parlé de 4 phases. La première phase, c'était super important que votre organisation doit être prête, vous devez être mentalement prêt à aller vers du test en continu, comme pour du DevOps. Il faut juste avoir la bonne vision. On vous a parlé un peu des approches pour mettre ça en place, puis on nous a parlé de ces différentes approches-là, comment on les met en place. Maintenant, on n'est pas allé au niveau du détail technique. On pourrait prendre une couple de questions si vous avez des questions plus techniques de comment on le réalise. Là. Il y a quelqu'un qui mentionne, Martin Pierre, pour une petite entreprise équipe, est-ce que c'est un rêve de faire des tests en continu? Puis quelle approche devrait être préconisée dans un pareil contexte? Je vais peut-être commencer à essayer une réponse, comme vous dire, au niveau technique, mais au contraire, je pense que pour une petite organisation, elle ne peut pas se passer d'avoir des tests en continu. Une petite organisation ne va pas s'organiser pour faire des tests à la fin. On ne va pas avoir des spécialistes en qualité. Ça va être probablement dans les 33 qu'on avait, là, des gens l'équipe s'auto-organise. Mais je dirais que vous pouvez prendre un conseiller éventuellement pour l'avoir, former des gens au niveau des tests, puis prendre un peu les approches que j'ai décrites, puis vous seriez capable de faire du test en continu. Une petite organisation, selon moi, enfin bien, tu me le diras si tu as le même point de vue que moi, une petite organisation aurait quand même beaucoup plus de facilité à changer et aller vers le test en continu si elle n'est pas là dès le départ. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jean-François, absolument. Mais je pense que c'est vraiment possible de le faire. Par contre, ça demande toute l'organisation dont je parlais, là. Si déjà vous n'avez pas une architecture qui se prête, il faut se poser les questions là, que Jean-François posait initialement, là, mais s'assurer aussi que vous avez d'une part une architecture qui se prête, que vous avez de la documentation nécessaire, que vous êtes en mesure d'écrire des essais aussi qui sont de bons essais, là. Je parlais pour les tests unitaires de faire des essais de mutation. Validez-vous une des méthodes qui s'avère les plus payantes là, en assurance qualité, c'est la critique des pairs, là, donc tout ce qui est revu, là, validé. Donc, si vous êtes en mesure d'écrire des essais qui ont du sens, puis que vous avez une discipline, une gymnastique d'écriture, je pense que c'est définitivement possible d'y arriver. Mais il faut voir aussi, là, il y a des organisations pour lesquelles il y a une nécessité d'aller vers ça, d'autres pas que ce n'est pas une nécessité, mais vous pouvez tendre vers ça sans dire que c'est le but final que vous devez atteindre dans un avenir très, très, très rapproché. Là. Vous pouvez le faire de façon progressive aussi. Là. Mais déjà, mettre des tests unitaires en place, s'assurer d'avoir des tests d'intégration, des tests système. Puis la plupart des organisations ont sous une forme ou une autre des tests des tests d'acceptation, inévitablement. Là. Des requis bien définis aussi. Pour prendre des exemples récents, on est souvent approché par des petites organisations pour le faire, puis c'est beaucoup plus facile parce qu'en dedans d'un mois, tu as entraîné toute l'organisation, tu leur as expliqué les tests, tu leur as fait monter leur stratégie, puis leur patron a déjà en communication avec eux autres, puis il est venu voir leur stratégie. Fait que dans une petite organisation,
on n'a pas de problème de communication. Le problème, c'est souvent, est-ce qu'on a les moyens, mais en même temps, il faut se demander, est-ce qu'on a les moyens de ne pas faire du test en continu dans une petite organisation, puis de payer des départements de qualité, puis des erreurs de production. C'est souvent la question, la réponse, pose la question, c'est y répondre. C'est bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On parle d'assurer un équilibre entre la rapidité et la qualité. Comment amener un concept de test exploratoire dans un environnement de travail axé sur la livraison? Bien, juste couper la question en deux, là. Rapidité et qualité, absolument. Là. Puis je pense que l'idée spécialement du DevOps, c'est de faire des micro-incréments pour être capable de corriger tout défaut qui arrive le plus rapidement possible. Donc, si vous êtes capable déjà de briser vos livraisons en toute petite livraison, puis voir une progression avec de micros incréments, vous êtes déjà en mesure d'assurer un équilibre là, qui ne va pas être trop disproportionné. Là. Parce que c'est sûr qu'on peut dire on veut la rapidité et qualité, mais livrer des gros morceaux, quand ça brise le gros morceau, il y a quand même beaucoup de travail à faire pour le rattraper. Maintenant, Jean-François, pour les tests exploratoires, peut-être que tu peux en glisser un mot, là, parce que c'est... Effectivement, comment amener le test exploratoire dans un environnement de travail qui est axé sur la livraison? J'imagine que vous avez beaucoup de pression pour livrer. Ça fait partie d'une autre présentation qu'on a faite à Agile en novembre dernier où on présentait justement les différents facteurs d'erreur qu'on a en production. C'est une erreur qui se fait par l'organisation très rapidement, c'est qu'on veut livrer à tout prix, mais après ça, on est pris dans des corrections. Le temps est passé énormément dans les corrections, puis on n'a pas de métrique pour surveiller ça. Ceci dit, on va prendre les cadrans agiles. Là. Si vous prenez les différents cadrans agiles, Amazon a fait la même erreur, puis ils l'ont reconnu il y a 2 ou 3 ans, qui avait développé les cadrans, puis il avait automatisé au niveau des tests non fonctionnels, il avait automatisé unitairement, il avait automatisé les critères d'acceptation, mais ce qu'il n'avait pas considéré, c'est les tests exploratoires qui permettent de découvrir l'inconnu de ce qu'on n'avait pas pensé. Puis, l'idée d'un test, ce n'est pas tout le temps de trouver ce qu'on pensait, ce qui est connu, c'est de tester une hypothèse. Donc, tester une hypothèse, le test exploratoire dans ce cas-là, c'est hey, mais qu'est-ce qui arriverait si dans mon organisation, demain matin, j'exposais les données de mes clients? Est-ce que ça se peut que j'expose mes données de mes clients? Puis si c'est très dangereux pour votre organisation, vous devez faire du test exploratoire. Vous devez explorer les façons où votre organisation pourrait être à risque dans certains domaines. Puis ces séances-là valent vraiment la peine. Sinon, on fait juste du test scripté, puis vous perdez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à scripter vos tests, tandis que le test exploratoire vous permet de sauver des étapes quand on n'a pas, on ne sait pas exactement ce qu'on teste. Il y a une partie connue puis inconnue. Ça fait partie d'une autre présentation. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais c'est quelque chose que vous pourriez évaluer au niveau des tests exploratoires, même surtout en modèle de livraison rapide pour moins vous exposer aux risques. On a aussi une question ici, là. Quel est le bon timing pour écrire des plans de tests unitaires, mais aussi aux autres niveaux, aux autres phases? Là? Les tests unitaires, ben, il y a différentes approches. Là. Je pense que tu as glissé un mot sur les approches de TDD, BDD, etc. Dans une approche TDD, ben, là, on commencerait par écrire le test, puis après ça, on écrirait notre code. Mais je pense que pour les tests unitaires, ça se doit être fait au moment où on écrit le code, si ça peut être fait après, mais c'est fait dans la phase d'écriture. On ne peut pas penser, par exemple, qu'on va développer pendant 3 mois, puis on va prendre 3 semaines d'arrêt pour écrire des tests unitaires. On se doit l'écrire dans le contexte, on comprend bien le code qu'on a écrit, on comprend bien c'est quoi les entrants, les extrants de notre méthode ou de notre unité de traitement, c'est le bon temps pour le faire. Maintenant, pour les autres niveaux, le plus tôt, c'est le mieux. Puis là, j'entends par là, par exemple, au niveau d'un service ou disons, une composante com là, pour essayer de se détacher juste purement du monde web. Au moment où on écrit notre contrat qu'on expose, on devrait avoir nos tests qui sont disponibles aussi. Les tests vont être écrits aussi quand on va établir le lien entre différents composants. On va écrire des requis qui vont faire en sorte, par exemple, qu'un de nos composants va avoir besoin d'un deuxième composant. Bien, on se doit d'écrire les tests de contrat là, qui vont être consommés par un et par l'autre au moment, idéalement, où on écrit le requis. Maintenant, pour les tests au niveau système, on va les écrire au moment où on va écrire le requis fonctionnel ou non fonctionnel. On devra écrire des critères d'acceptation qui, ni plus ni moins, sont des éléments d'entrée pour le test
qui sont le test, ni plus ni moins, là, qui vont être convertis en test. Quels sont les principaux enjeux liés à la mise en place d'essais automatisés dans des solutions existantes? Bien, il y a de tracer la ligne sur ce qu'on va automatiser, ce qu'on ne va pas automatiser. Quand on n'a jamais fait d'automatisation, le risque, c'est de se lancer là-dedans puis d'investir. Il y a comme un engouement quand on se lance là-dedans, puis on se tire là-dedans, puis on en fait beaucoup. À un moment donné, on n'a pas le temps qu'on devrait avoir pour être capable de les maintenir et tout. Puis des fois, les tests deviennent désynchronisés. Ce qui tue les essais, c'est leur désynchronisation par rapport au code, d'où l'importance, comme je disais, quand on écrit des tests unitaires, ça fait partie du code, là. Aujourd'hui, si on prend par exemple en Java, puis qu'on a un projet Maven, on a notre code, notre projet de test, les tests devraient être roulés en permanence. Là, aussitôt qu'on compile le système, on devrait rouler les essais. C'est vrai pour tous les langages, il n'y a pas de différence. Puis, il y a des essais qui sont plus difficiles à jouer en permanence, simplement parce que, par exemple, des tests de services, si on a des dépendances microservices de plusieurs services en intégration partielle, bien, ça prend un déploiement partiel, il faut mettre le système dans un contexte qui, des fois, demande un peu de travail. Plus on est capable de faire en sorte que ça soit joué à une grande fréquence, mieux c'est. Puis donc, les enjeux, c'est vraiment la désynchronisation puis la perte d'engouement après un certain temps, là. Mais normalement, quand on met graduellement, on essaie d'éviter de penser qu'on va changer tout bout pour bout du premier coup. Si on le fait progressivement, on voit la valeur, puis ça vient ni plus ni moins que... on voit la valeur à un niveau, puis quand on passe au prochain niveau, on sait que ça va nous rapporter aussi, là. En fait, vous parlez des enjeux, M. Achille, Patrice, c'est lui qui mentionne ça, mais je dirais, parlons aussi des défis. Souvent, il y a des erreurs qui sont faites là, parce que les organisations veulent mettre des tests automatisés pour répéter ce que fait votre testeur manuel. Ben, c'est la pire façon de rajouter des tests, de les ajouter par en haut de la pyramide. Fait que dans le fond, c'est de prendre un peu la pyramide inversée puis de trouver comment vous pouvez mesurer l'effet de vos tests unitaires aujourd'hui puis de monter la pyramide. Puis le deuxième défi que vous allez avoir, c'est si vos couches d'API et vos contrats ne sont pas clairs et exposés, vous allez devoir travailler à ce niveau-là. Fait que vous travaillez dans votre code, travaillez à ce niveau-là. Puis l'autre défi, c'est que les gens vont vouloir mettre des tests bout en bout rapidement. Il y a eu des présentations sur ça aujourd'hui, puis ils vont vouloir rapidement se conforter au niveau à faire. Puis là, vous allez vous retrouver avec une pyramide inversée. Ça, c'est le gros danger d'aller vers l'automatisation sans y aller par la base de la pyramide. Alors, merci beaucoup, messieurs.